Vous avez été, ben vous êtes, depuis 2005, directrice générale de la pêche. Depuis 2005, quels ont été vos principaux mandats et vos principales réalisations à la pêche? Premier défi, je vais commencer par le début. Premier défi, quand je suis arrivée là le 28 novembre 2005, il fallait déménager les bureaux. Alors, il nous restait 2 semaines. Il y avait de nouveaux locaux qui avaient été loués par ma prédécesseur, Mme Lambert, et parce que pour un problème d'espace au centre-ville et toutes sortes de raisons. Donc, on avait de très, très beaux locaux. C'était une construction toute neuve dans l'Est où on est encore présentement au Technopole Angus. Sauf que il nous restait 2 semaines pour déménager. Il n'y avait pas eu de directrice générale pendant plusieurs mois. Il y avait eu des choses qui avaient été préparées, mais bon, plus ou moins, je pense qu'il y avait eu un petit peu moins de coordination à cet effet-là. Donc, premier défi, il a fallu qu'on déménage le bureau. Par après, on a eu évidemment à réorganiser beaucoup de choses à l'interne. Je pense que ça a été une des réalisations, je considère, que j'ai pu apporter à l'association. Il y avait une très petite équipe. C'était vraiment insuffisant, le nombre d'individus d'une part. Il n'y avait que 4 personnes qui étaient là en place. Quand je suis arrivée sur ces 4-là, il y en avait une qui était en congé de maternité, remplacée par une personne d'une agence, la personne de la comptabilité en plus, là, donc c'était pas évident. Et le lendemain, mon arrivée, la secrétaire de direction a pris un congé de maladie. Je ne sais pas si c'est relié à mon arrivée. À ce jour, je ne sais pas, j'espère que non. Mais elle a quitté pendant plusieurs mois. Donc, on s'est retrouvés avec une autre personne d'une agence. En tout cas, ça a été l'enfer. Vraiment, Capharnaüm pendant les premiers mois. Et le premier mandat, donc le conseil d'administration m'a confié, ça a été de réorganiser toute la permanence et de créer une structure qui ferait en sorte qu'il y aurait à l'avenir toujours une continuité à l'interne. Donc, on ne se retrouve pas dans une période comme on avait vécu après le départ de Manon Lambert, une espèce de trou béant où les gens connaissaient, il n'y avait que Manon Lambert qui connaissait tous les dossiers, qui les maîtrisait tous, et elle avait tellement une petite équipe, je pense que de toute façon, elle n'aurait eu personne avec qui partager ça. Donc, on m'a demandé de trouver une manière d'organiser un peu les effectifs là, pour qu'on puisse avoir une continuité. Donc, j'ai réorganisé beaucoup, on a fait un nouvel organigramme. On a, sur 5 ans, ajouté 4 personnes, donc on est passé à 9 personnes dans le bureau. Tous des postes clés dont on a besoin en fonction des activités qu'on mène à l'association. Et ça nous a permis aussi de mettre clairement des descriptions de fonctions pour chacune des personnes qui travaillent et de mettre sur pied aussi, ou en fait d'amener un des postes à un poste de direction générale adjointe. Donc, France Boucher qui a pris le poste de directrice générale adjointe, qui suit les travaux du conseil d'administration, qui est vraiment mon bras droit. Et si je quitte aujourd'hui, elle connaît suffisamment les dossiers pour être capable de poursuivre. Donc ça, c'était un peu au niveau de l'organisation, disons qu'il y avait plusieurs problématiques. Après ça, il y a eu évidemment l'ensemble il a fallu rattraper un peu de retard. Il y avait quand même 7-8 mois où il y avait eu une absence de directrice générale. Donc, ne serait-ce que les vérifications financières, il y avait plusieurs choses qui n'avaient pas été faites. Et il fallait que je me familiarise moi-même avec le système comptable, puis comment on fonctionnait à l'interne. Alors, ça a été peut-être la première année qui a été quand même assez charnière où on a mis en place tout ce nouveau processus-là. Par la suite, on a décidé de réaliser des activités liées autour de la gouvernance de l'association. Et là, on a dû revoir l'ensemble de la gouvernance. Fait qu'une fois la permanence un petit peu plus forte, je dirais, on s'est mis à se questionner un peu sur le rôle du conseil d'administration, le rôle de la direction générale. Et on a refait des travaux d'envergure sur une période de 3 ans pour refaire totalement la gouvernance de l'association. Il y a évidemment plusieurs autres dossiers au fil du temps auxquels on a touché plus spécifiquement avec les pharmaciens d'établissement. Le plus important, à mon avis, c'est le dossier d'équité salariale. C'est un dossier qui, on n'est pas supposé dire que c'est un dossier de négociation, mais c'est un dossier qui vise la rémunération, l'évaluation de l'emploi de pharmaciens, et c'est probablement la meilleure négociation qu'on a menée depuis que l'association existe. En tout cas, les résultats sont probants. On a eu un ajustement de salaire considérable. Ces jours-ci, d'ailleurs, les gens vont recevoir le chèque par la poste. J'espère qu'au moment où ils vont m'entendre, ils vont déjà l'avoir reçu. Et en fait, on est très fiers du résultat. Ça a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça a duré de juin 2006 jusqu'à l'automne 2010. Donc, ça a pris plus que 4 ans et demi. Ça s'est passé à Québec à peu près tout le temps. Donc, ça a signifié beaucoup, beaucoup de déplacements. C'était quand même pas évident. Puis dans ce dossier, la PES négociait pas le dossier d'équité salariale avec tous les autres fonctionnaires, En fait, on était dans un programme, ce qu'ils appellent le programme général en santé et services sociaux, et c'est un programme qui touche tous les groupes qui ne sont pas des syndicats accrédités, au sens du Code du travail. Donc, nous, on est une association professionnelle, mais on est un syndicat professionnel, mais on n'est pas un syndicat accrédité comme la CSN ou la FTQ.
Alors, on était regroupés, effectivement. Il y avait 17 000 salariés dans le programme initialement. Nous, on était 1200. Hein. Donc, 17 000 salariés, des cadres surtout. Donc, tous les gestionnaires du réseau de la santé, cadres intermédiaires, cadres supérieurs. Et il y avait les biochimistes, les physiciens médicaux, nous, les sages-femmes. Donc, une espèce de melting pot de gens qu'il fallait évaluer ensemble. Nous, on a eu la chance de faire la démonstration qu'on avait que tous nos groupes, en fait, toutes nos catégories d'emploi étaient des femmes. Quand je dis toutes les catégories, c'est parce qu'il y a les pharmaciens puis il y a nos chefs de département. Okay. Parce que comme organisation, on a la force, en fait, d'avoir nos chefs de département au sein de l'association. Et ça, c'est un atout absolument incroyable. Et chacun des chefs, on a 4 classes de chefs, là, selon la taille des équipes qu'ils dirigent. Chacune de ces catégories de chefs-là est évaluée distinctement des autres. Alors, on a les pharmaciens, on a les 4 catégories. Et pour chacune de ces catégories-là, on a pu démontrer que c'était des groupes de femmes. Mais ça a été difficile. Il fallait se battre avec le Trésor. Le Conseil du Trésor nous disait non, nous, on a un groupe mixte. Il s'arrangeait en fait pour que, ultimement, les gens ne soient pas ajustés, là, parce qu'il n'y a que les femmes, finalement, les groupes majoritairement composés de femmes qui sont visés par l'exercice. Fait que, heureusement, on a réussi à faire cette démonstration-là. Mais ça a été un exercice lourd auquel les pharmaciens ont participé de façon formidable. On a une centaine de pharmaciens qui ont complété des questionnaires qui prenaient là, de 20 à 30 heures à remplir. Ce n'était pas une petite affaire sur un coin de bureau. Ça a été très difficile. On les a outillés, on les a aidés, on a essayé un peu de leur fournir l'information nécessaire, leur expliquer, en fait, leur dire voici ce à quoi vous devriez penser pour essayer d'éviter que les gens oublient les éléments importants de la fonction. Parce qu'on évalue la complexité de l'emploi. Des fois, on écrit nos affaires et on pense juste à notre quotidien. Ah, c'est vrai, je fais ça aussi, puis je fais ça aussi, puis je fais ça aussi. Alors, on les a beaucoup encadrés là-dedans. Puis moi, je suis très, très fière de ce dossier-là parce que l'association, au départ, n'était même pas à la table. Il y avait un grand comité d'équité salariale. Il a fallu se faire une place pour être nommé au sein de ce comité-là. Alors moi, j'ai siégé à ce comité-là avec la partie patronale. Ensuite, il a fallu se faire une place pour avoir des évaluateurs pharmaciens au sein des équipes d'évaluation. Et moi, j'avais que 1200 membres. Et j'ai réussi à avoir 2 évaluateurs, un à Québec et un à Montréal. Et il y a des organisations qui en ont eu 0. Donc, on a vraiment réussi à... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a moussé beaucoup le fait que les pharmaciens étaient dans un rôle tellement différent des cadres puis du reste des gens avec qui on était dans le programme, que pour nous, c'était comme une évidence. Ça nous prenait des évaluateurs. Alors, on brandissait toujours à l'occasion la menace que si on n'est pas satisfait, on va aller faire une plainte auprès de la commission d'équité salariale, mais pas trop. C'est important de ne pas trop menacer, juste doser ça suffisamment. Mais on indiquait que si on n'est pas satisfait de l'exercice, c'est sûr qu'il va y avoir des recours qui vont être pris par après. Alors, ça a été bien mené, donc je pense que ça, c'est un exercice assez concluant, duquel on est très heureux. Puis, évidemment, là, il y a l'exercice de négociation. Je suis arrivée au moment où la loi 142 venait d'être adoptée. En fait, c'est presque au lendemain de mon arrivée. La première rencontre et la dernière que j'ai eue avec la partie patronale, on est sorti de là et on a appris que la loi 142 était adoptée, que les pharmaciens étaient inclus. Donc, j'ai eu à présenter à ma première assemblée générale une entente de travail qui était à moitié ficelée par la loi spéciale. Et ça a créé tout un tumulte et ça n'a pas été très agréable, ça, comme début. Maintenant, on est dans un nouveau processus de négociation encore. Et encore une fois, c'est pas simple. On a un groupe qui est très en pénurie. On a vraiment beaucoup de difficultés à convaincre, je dirais, le ministère de la Santé et de l'état de pénurie et de l'impact que ça a sur la réduction des soins et services, puis sur la surcharge que ça crée pour les pharmaciens d'établissement. Mais on est dans ça. On travaille beaucoup. Le dossier de négociation est central pour nous. Et puis, il y a, je dirais, à l'intérieur de ce dossier-là, une importance particulière à accorder au rôle des pharmaciens d'établissement, mais au rôle spécialisé des pharmaciens d'établissement. Donc ça, c'est un petit peu un regard vers l'avenir, mais je pense qu'il faut qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Puis la pénurie présente un défi majeur pour les pharmaciens. Comment la PES soutient ses membres là, depuis que vous êtes en poste en 2005? Qu'est-ce que la PES a fait dans ce dossier? C'est sûr que les membres, c'est eux qui sont pris sur le terrain, c'est eux qui vivent la situation de pénurie. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aller chercher les mesures qui vont les aider, les mesures qui vont amener de la relève dans le réseau. On essaie en fait de travailler et avec le ministère et avec certaines agences pour vraiment démontrer que cet état de situation-là ne peut pas durer. On essaie aussi d'aller chercher des jeunes. On a travaillé très activement auprès des jeunes, des étudiants en pharmacie, et même à un certain moment, on allait rencontrer les gens dans les cégeps et dans les écoles secondaires, pour essayer de les amener vers la pharmacie hospitalière. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour amener des jeunes vers la profession de pharmacie hospitalière. Sauf que je dirais qu'on a fait ça pendant 4-5 ans très activement et on a constaté assez rapidement
que malgré l'intérêt que les jeunes portaient à la pratique, on avait un problème salarial qui était trop important. Alors, je pense que notre meilleure façon pour nous de soutenir les gens dans une situation de pénurie, ça a été de négocier certaines conditions particulières. On a mis en place, le ministère a mis en place des mesures administratives dites temporaires là, causées par l'état de pénurie en 2008. C'est beaucoup à la suite des travaux que l'association a fait. Et on a réussi en fait à bonifier un peu le salaire, je dirais, des pharmaciens et à reconnaître qu'on avait besoin de cette offre de service-là dans le réseau en augmentant, par exemple, la semaine de travail à des semaines de 40 heures. Donc, les gens travaillaient à peu près tous, de toute façon, 40 heures dans le réseau, mais ils étaient payés pour 36 heures et quart, ce qui n'avait aucun bon sens. Donc, juste de reconnaître cette nécessité-là d'avoir des semaines de travail rehaussées, ça a été un des éléments qu'on a fait. Régulièrement aussi, année après année, on fait une enquête auprès de nos membres sur l'état de situation de la pénurie. On se sert de ça dans notre plan de communication. On va nécessairement, on le communique toujours, on fait un communiqué de presse, on essaie de faire rouler ça un petit peu dans les médias pour maintenir, je dirais, la pression sur la partie patronale. Parce que les gens comprennent bien qu'il y a véritablement un enjeu avec cette pénurie-là.